Ici Christophe Majus, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. World-class heavyweight bad mouth champion. Le champion mondial de la langue sale. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man. The Mulletator. Mais comme dirait mon ancien partenaire, Michel Le Tourneur. Qu'est-ce qu'il disait, Michel Le Tourneur? C'est pas Michel Le Tourneur, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, comment ça va, partner? Hey, comment t'aimes ça, mon nouveau surnom? Un autre T-shirt. Ça sort de où, cette histoire-là? World Class Heavyweight Bad Mouth Champion. C'est un peu volé à Eric Young, qui est le World Class Maniac. Là. C'est peut-être là que tu as pris ça, Marc, dans ta tête. Non, j'ai pas pris ça là. Je sais pas. À un moment donné, je parlais avec quelqu'un, il me disait, toi, tu es un champion de la langue sale. Je fais, oh, j'aime ça. Pas tard. Fait que là, notre intro va durer 22 minutes maintenant. Ben oui. Puis on pourra taper, bien que la passer une fois, tu n'es pas obligé d'être là. Ouais, on pourrait faire ça. Hey, on sauverait du temps extraordinaire. On a bien la facilité à booker nos podcasts, Marc, de toute façon. C'est pas un problème. Là. Ben non. Hey, Marc, on débute le podcast de Stone Cold cette semaine en commençant avec le segment si populaire, les nouvelles à Blondin. Oui, et pourquoi les nouvelles à Blondin? Parce que c'est mon nom. Hey, bravo, Marc. C'est un beau lien. Merci. Hey, on commence par quoi? Hey, oui, vas-y. Je te vois, tu as l'air en grande forme. Parle-nous de ton entraînement. Ça intéresse les auditeurs. Écoute, on est dans la 8e journée. Il y a une journée où j'ai pris un break. Là, j'ai réussi à revenir à mon 2000 que je cours quotidiennement. Ça va bien. J'ai perdu, écoute, j'étais à 2,34,5, puis là, j'étais à 2,29. Fait que je suis content, mais j'ai descendu à 2,27 une journée. Mais ça, c'est une journée, il faut que je te compte ça, il faut que je compte ça aussi à nos amis. Écoute, la semaine passée, il a fait tellement chaud, je me suis entraîné le matin, pas capable d'arrêter de suer. Fait que j'ai chaud, mais je bois tellement d'eau dans mon nouveau. Puis tout le monde me dit que c'est une très bonne affaire. Mais je ne sais pas si c'était l'accumulation d'eau ou quoi. Écoute, j'ai attendu 45 minutes, j'allais prendre une douche. Après ma douche, j'avais aussi chaud qu'avant ma douche. Et là, on est allé jouer au golf avec mon ami Hugo Fontaine, à DJ Fontana. Ben oui, celui qui a écrit ton livre de façon... Ouais, celui qui a corrigé. Oui, corrigé ton livre, exact. Corrigé, il a couché ici, il n'a pas fait son lit. J'ai dit que j'en parlerais. Et puis, écoute, au golf, j'ai amené une serviette. C'était incroyable. Je suis arrivé ici, pour le fun, je me suis pesé. Puis j'étais à 2,27. Là, j'étais content, mais là, on dirait que ça s'est stabilisé. Donc, on rajoute à tous tes défauts sueur compulsif, si je comprends bien. Oui. Hey, mais là, on dirait que je suis moins. Peut-être que j'ai perdu ce petit 5 livres-là d'eau, ou je ne sais pas quoi. C'est bon. Mais ça va bien. On part en vacances demain, mon épouse et moi. Ton épouse Jazz, mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute.
Oui, sûrement à l'écoute. Et elle m'a demandé de louer des chambres d'hôtel où il y avait un gym. Fait qu'elle aussi, elle Oh! s'entraîne très, très fort. Puis, fait que ça va bien. Vous en On allez où? est, C'est pas trop indiscret, là? on fait un petit road trip avec la Mustang décapotable. On va coucher chez notre ex-bru, Kim, qui a acheté une belle roulotte dans le bout de Granby. Je Et pensais après, que tu allais coucher chez une de tes ex avec ta femme. Ça aurait été spécial, ça. Puis après, on s'en va au New Hampshire, à North Conway, à Laconia. Et probablement qu'on va revenir. On passe 5 jours, parce que j'ai un OK. événement le 24. On vient par Lac-Georges. Fait On que, peut suivre ça sur les médias sociaux, là. Tu as les péripéties de Marc Blondin sur la route. passerai pas. Hey, ça serait Quand le je fun, pars, Marc. je pars en vacances avec ma femme, là, elle aime bien que je sois avec elle et non avec le Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça, c'est bon. Hey, Marc, je te lance sur autre chose. À la carte. Parle-moi de ça un peu. Oui, écoute, on a commencé tranquillement. J'étais nerveux. On a fait une intro. Euh, Dans le fond, le groupe à la carte, c'est mon ami LP Toupin et sa famille, parce que ses boys sont là. Puis ça, c'est vraiment OK. cool. On a fait un break de Mystery Pack de cartes de hockey. Ouais. Écoute, tu peux gagner une table VIP pour Simmania. Fait qu'on a eu un mélange, je te dirais, on a eu un mélange de monde qui aime les cartes de hockey. Puis il y a des gars comme Jocelyn Brun, JF Primo, des chums à moi qui ont acheté des Mystery Packs. Puis je disais, hey, ouais, on n'en vendra jamais 50. Puis à la fin, quand on était au Boston Pizza de notre ami Mario Boyer Big Mario Boyer. au Centre Police, écoute, là, ça se battait pour acheter les derniers. OK. Fait que c'était le fun, c'était une belle expérience. On le refait le 5 septembre prochain. J'ai déjà des Mystery Packs de vendus. Là, ça va être le OK. prix régulier, 40. Ouais. Mais un gars comme Jocelyn Brun, tu vois, c'est un gars d'affaires. Tu sais, lui, il a acheté 2 Mystery Packs. Il y a eu 2 Mystery Packs gagnants. Ah OK? oui? Ça veut dire qu'il est parmi les 10 finalistes qui ont des prix au-dessus de 100$. Lui, il en a 2. Ça lui a coûté 40$. Fait que si tu calcules vite, là, il est pas mal gagnant. Fait qu'il y a eu une Young Guns de Huberdeau. Puis OK. l'autre, je ne m'en souviens pas. 2 cartes qui valent à peu près 100$ chaque. Wow! Fait que ça lui a coûté 40$. Il y a 2 cartes qui valent 100$ chaque. Il me les a échangées contre une carte de PCO autographiée que je peux en avoir 3000. Fait que, Hey, de la bonne quel gars business, d'affaires. ça. Quel Ben gars oui, d'affaires. exactement. On le salue, Fait que Jocelyn c'est Brun, ça. il est sûrement à l'écoute. Écoute, l'autre affaire, c'est que le Boston Pizza, il a tellement aimé ça, Mario, qu'on s'en va faire le match pré-saison Maple Leafs de Toronto contre le Canadien avec, là, on ne sera pas sur Facebook, là, live. Ouais. On va être dans place. On fait le match, le deuxième match de la saison, Boston, au Boston Pizza. Puis là, regarde, ça roule. On va peut-être en faire un par mois. Fait que je trouve ça le fun. Je Ben trouve oui. ça le fun. Ouais, c'est une nouvelle bebelle, là. Ben oui. Hey, parlant de bébelle, parle-moi donc d'Espace Soublon où tu étais présent pour faire goûter la fameuse bédave Bessieux à la goyave. Ben oui, écoute, Francis, propriétaire de 6 espaces houblons, Terrebonne, Mascouche, Saint-Eustache, Laval, Montréal, Blainville. Je suis allé une fois, puis je voyais qu'il y avait une dégustation. J'aimerais ça faire ça. Moi, ça ne me donne rien. Je n'ai pas d'argent qui rentre là-dedans. Fait que, mais c'était bien le fun de rencontrer le monde, sympathique, goûter à ma bière. Moi, c'est de voir la face de ceux qui n'aiment pas la bière surette. Écoute. Ceux qui n'aiment pas ça, puis ils prennent une gorgée, là, écoute, juste ça, ça ferait. Moi, j'ai la face à Jocelyn Brun quand tu me parles de Ah bédave oui, Bessieux. moi aussi. Non, mais c'était bien le fun, ça. Bien le fun. Merveilleux. Hey, Marc, ça fait le tour des nouvelles à Blondin, à moins que Simmania! Ah, mais oui, on est rendu là, c'est ça. Ben On oui, parle de ben Simmania, vendredi 1er novembre prochain, microbrasserie, l'entêté. As-tu des scoops à nous donner? Est-ce que tu as. Ben, écoute, j'ai fait une. là? Oui, ben, c'est sûr qu'il y a des vedettes. J'ai fait le premier poster, justement, pour amener Espace Houblon. Présentement, il y a toi qui est confirmé. Il y a Green Phantom. Oh! Et il y a Max Lemire. L'homme fort de la lutte au Québec. Oui. Chose certaine, il va y avoir 2 combats, 2 demi-finales, et les 2 gagnants vont s'affronter pour le premier championnat Simmania. La ceinture va être en jeu.
Dès que je l'ai, je la monte sur le j'allais te poser la podcast. question. Ça arrive quand, cette ceinture-là? J'ai hâte de voir ça. Je suis sûr que ça va être magnifique. M'attends à la fin septembre. Fait que j'ai OK. bien hâte. Et là, je suis en contact avec des vedettes. Mais que c'est pas facile. C'est pas facile. C'est vrai que je ne suis pas facile à rejoindre, je le sais, Marc. Non, je le sais, PCO m'a dit ça. Mais, mais je regarde là, Dan Awesome, je t'en parlais. Oui. Pas facile à rejoindre. Courriel, texto, téléphone, pas de nouvelles. Celui que j'ai le feeling que ça va marcher, c'est Chris Masters. Ce serait bon, ça. Il est venu à TOW, qui est encore dans une forme incroyable. Extraordinaire. Son Master Lock Challenge, là, ça va Nelson. Il y a une belle histoire à compter autour de ça dans un match. Là. Le Master Lock Challenge, il l'avait fait à TOW contre Sexy Eddie, qui s'était enduit d'huile à bébé. Il a réussi à glisser. Ben oui, c'était bon. C'était bon. Fait que Simmania, écoute, à mon retour de vacances, je ne sais pas si les billets vont être mis en vente parce que je pense que ça va être exclusivement VIP, mais la dernière fois, j'ai dit ça, puis il restait 40 chaises. Donc, on verra bien. On verra bien. À suivre. Marc, au podcast cette semaine, on se penche sur un personnage mythique de la lutte, Stone Cold Steve Austin. Et on apprend beaucoup de choses. Premièrement, moi, j'ai connu le lutteur dans la WCW quand j'animais avec Richard Charland. Je me souviens dans les images là, avec les cheveux longs, blonds. Et le Stone Cold, moi, je ne l'ai pas connu parce que j'étais à la WCW dans ces années-là. Okay. Et je ne savais pas trop ce qui se passait dans la fameuse Attitude Era. Là. Okay. Mais j'ai vu... Moi, la première image qui me vient en tête quand tu me dis Stone Cold, c'est le camion de bière. OK. Tu sais, quand il arrive c'est... Mais je sais que c'était pas de la Coors, hein? Je pense pas que c'était ta bière à toi. Non, écoute, c'était-tu... Je ne sais plus quelle marque c'était. C'était pas Coors Light, il me semble. Ouais, moi non plus, je pense pas que c'était ça. On va faire des recherches là-dessus. Mais écoute, c'est un personnage avec ce que... Parce que comme de raison, les entrevues, je les ai faites au préalable, donc je sais un peu de quoi on va parler. Et vous allez apprendre des choses, dont, entre autres, comment le nom Stone Cold est venu. Et qui d'autre que notre ami Bertrand Hébert qui revient au moment où vous écoutez ce podcast-là. Il doit avoir bien des choses à raconter, mais pas sur cette entrevue-là, parce qu'il était à Vegas. Ben, au moment où on enregistre, il est à Las Vegas, au Cauliflower Alley, où il y a plein de lutteurs retraités et tout ça. Alors, Bertrand nous amène dans l'univers de la carrière de Steve Austin. On l'écoute, veux-tu le présenter à ta façon habituelle? Ben oui, puis avant de le présenter, cette présentation est une présentation de Coors Light qui était le camion de Steve Austin. Donc, tout est dans tout, comme on dit. Alors, sans plus tarder. Attends, c'est drôle, c'est drôle parce que dès que tu as vu que c'était Coors Light, ton sourire est devenu radieux. Oui. Tes dents blanches nous ont éblouis. Et voilà. Wow. Merci, Marc, de ces bons mots. Hey, sans plus tarder, la chronique historique réalisée avec le professeur Bertrand Hébert. On retrouve celui, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir une auréole autour de la tête ou au-dessus de la tête. C'est le saint Bertrand Hébert, le professeur. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça a l'air que je fais de bonne vie. Ben oui. En plus, tu as une douzaine de ces chandails Seinfeld. Exact. C'est fou. C'est toujours mon go-to. Oui, comme moi, ma chemise noire. Il y en a qui disent, PCO m'a déjà dit, wow, t'es donc bien chic, peigné, la chemise noire. Premièrement, je ne suis pas peigné. Puis deux, c'est mon pyjama. C'est comme ça. Bert, on s'est parlé la semaine passée de ce fameux accident. Et là, je voulais te parler d'un personnage qui a marqué la lutte professionnelle. Stunning Steve Austin. Toi, c'est comme ça que tu l'as connu.
Moi j'ai entendu parler de lui. Il s'appelait Steve Williams, qui est son vrai nom. C'était un étudiant de Chris Adams à l'école de lutte pour la World Class Championship Wrestling. Bon, il a été rebaptisé rapidement là, par Dutch Mantel en Steve Austin, parce que Steve Williams, dans la lutte, il y en avait déjà un, Dr. Death Steve Williams. Et vraiment, l'idée de Steve Austin, ça venait pour Dutch Mantel de l'homme de 6 millions de dollars, le colonel Steve Austin. C'est vrai. J'ai jamais fait le lien. Mais oui, effectivement, c'est de là qu'est venue l'idée. Et il a été voté la recrue de l'année dans le Pro Wrestling Illustrated. Il avait été spoté à l'époque déjà comme étant un potentiel. Moi, la première fois que j'avais entendu, c'était que c'était pour être le prochain Ric Flair. Et bon, il a peut-être pas été le prochain Ric Flair, mais il a été le premier Stone Cold. Oui, ça, c'est certain. Donc, il est né en 64. Il va, donc, comme tout bon lutteur dans ses débuts, va se faire remarquer, mais se cherche un personnage. Il va avoir quand même une rivalité intéressante à World Class, parce que Chris Adams, c'est son professeur, qui est marié avec une fille qui s'appelle Tony, T-O-N-I Adams, qui est sa femme, et va introduire Jenny Williams, ou Jenny, qui est à ce moment-là, qui va devenir Lady Blossom à la WCW avec Stone Cold, qui est son ex-femme à Chris Adams. Et là, Stone Cold, ils vont faire une gimmick que Stone Cold et l'ex-femme de Chris Adams deviennent une paire pour se battre contre la nouvelle femme, Tony et Chris Adams. Ça va faire une rivalité quand même avec beaucoup de chaleur. Comme toute histoire d'amour dans la lutte, parfois ça finit par virer pour le vrai. Donc, Stone Cold va se marier avec Jenny Williams, va avoir même des enfants avec elle. Ils vont être ensemble là, presque jusqu'à la WWF. C'est d'ailleurs elle qui va avoir l'idée de Stone Cold, ou qui va mettre le nom sur la table, parce qu'elle elle lui disait toujours bois ton thé because it's gonna be Stone Cold. Puis c'est comme ça a flashé de là, parce qu'il était à l'époque, et Stone Cold raconte souvent là, que la compagnie envoyait des listes de noms, de surnoms par la poste, pas par la poste, par fax. Oui, les fameux fax. Les fameux fax, pour essayer de trouver un surnom, un nickname, parce qu'à l'époque, c'était l'idée, là, c'était de, je sais pas si vous avez vu A Natural Born Killer, donc c'était un peu l'idée d'un personnage plus dans cette lignée-là, donc d'être une espèce de tueur ou une espèce de personne dangereuse. Donc Stone Cold, ça allait bien avec ça. C'est sûr que ça va se développer totalement ailleurs, parce qu'il va arriver à la WWE en Ringmaster. On y reviendra. Mais bon, de 89 à 91, c'est le Texas. Puis bon, c'est l'époque où le WCW ramassait un peu là, tout ce qui avait un petit peu de momentum sur les circuits indépendants. Puis pour les lutteurs, ben, se faire offrir 150 000, 175 000 par année garantie tout d'un coup, c'est trop beau pour être vrai. Donc, Stone Cold va être signé par la WCW. À l'époque où toi et Richard Charlin allez faire les commentaires, il va s'appeler alors Stunning Steve Austin. Mais pratiquement dès le départ, on va lui donner le championnat de la télévision. Et on va le faire former un groupe légendaire maintenant, qui était la Dangerous Alliance de Paulie Dangerously, ou Paul Heyman. Donc, Stone Cold, c'est un peu un premier Paul Heyman guy, si on veut. Il va être avec Ravishing Recruit dans ce groupe-là, Arn Anderson, Larry Zbyszko, Medusa, et lui va être comme le jeune premier dans le groupe, là, si on veut. Pour parler de ses cheveux, hein? Et il y avait une longue chevelure blonde, effectivement, à cette époque-là. Parce que les gens qui ont l'image de Stone Cold ont de la misère à l'imaginer avec les cheveux dans le bas du dos blond. Dans sa prime jeunesse. Par le temps que sa run va finir en 95, il y a un buzz cut parce que justement, il commence malheureusement à perdre ses cheveux, comme beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai toujours les miens. Moi, je retiens de mon père ici, mais le reste,
Le reste, c'est quand même pas pire. Le reste survit. Oui. Écoute, moi, ce que je veux savoir, par contre, dans la vie, parlant de... Parce que Ricky Steamboat va prendre sa retraite suite à un combat avec Steve Austin à la WCW. Ricky Steamboat est passé, à un moment donné, d'avoir perdu tous ses cheveux à retrouver sa chevelure légendaire aujourd'hui. Donc, moi, je veux connaître qui s'occupe des cheveux de Ricky Steamboat. Mais trêve de plaisanterie, Stone Cold va se développer de champion de la télé, va aller vers le championnat des États-Unis, va avoir une run magnifique écourtée en équipe avec Brian Pillman, les Hollywood Blondes, où ils vont réussir vraiment quelque chose de spécial qui a marqué les gens. Va être congédié, comme il aime le rappeler, en recevant une enveloppe de FedEx d'Éric Bischoff, pas capable de l'appeler pour lui dire qu'il était congédié. De là, la connexion Paul Heyman va faire son effet et il va être invité à venir participer à la télévision et aux émissions de la Extreme Championship Wrestling. Et il est toujours blessé, mais il va d'abord commencer, on va lui donner un micro et on va lui dire « fais ce que tu veux » ou presque, avec un peu de coaching. Et c'est là que les entrevues, c'est la genèse de Stone Cold Steve Austin. On va soudainement voir ce gars-là qui ressemble plus à Stunning Steve Austin qu'à Stone Cold, coter ou faire des entrevues comme on en a rarement vu dans le monde de la lutte à ce moment-là. Vitriol, imitation, il va se moquer d'Éric Bischoff, il va se moquer de Hulk Hogan, il va être littéralement en feu. Va faire une poignée peut-être de combats avec ECW, mais va développer un personnage qui, à ce jour, là, ça demeure là, si vous voulez être surpris, là, cherchez ça, Steve Austin, ECW, si vous n'avez jamais vu ça, c'est à voir. C'est vraiment, là, on voit vraiment Stone Cold émerger dans ces entrevues-là. Donc, il va être signé à la WWE sous les recommandations de Jim Ross, parce qu'on se souvient, hein, on le voyait tous à ce moment-là, il était toujours vu comme le prochain Ric Flair. Ouais. Par contre, on le trouve un peu sans saveur ni couleur. En termes de lutte, on disait que c'était un excellent mécanique, un excellent mécanicien. Donc, tout ce qu'il fait est bon et parfait, mais on le trouve sans saveur, sans couleur, ni personnage. Donc, on l'affuble de manager. On va lui donner Ted DiBiase comme manager, puis on va en faire le champion du $1 million, tenter un peu de... Et comme il est un excellent mécanicien en termes de lutte, donc toute sa mécanique de lutte est bonne, on va l'appeler le Ringmaster ou le maître du ring. Et là, il va se raser, semi-raser la tête complètement dans ce look-là. Disons que c'est moyen sur toute la ligne. Quelle année, là? On est où? On est en 95-96. OK. Donc, ça va durer plus ou moins un an. Tout ça pour finalement exploser lorsqu'on va se transformer en Stone Cold Steve Austin, qui est à la base toujours un vilain, qui va avoir une rivalité avec Bret Hart, qui va bien sûr permettre de l'élever à un autre niveau. Et ensuite, ben, il y a ce fameux match de WrestleMania entre Bret Hart et Stone Cold, où Stone Cold va devenir le gentil et Bret Hart le vilain dans le même match, qui va mettre au monde Stone Cold. Puis ensuite, ben là, il y a une panoplie de cartes ou de dominos qui vont s'abattre un par derrière l'autre. Stone Cold va devenir, après sa victoire à WrestleMania 14 contre Shawn Michaels, la pierre angulaire de la compagnie jusqu'à sa retraite ou presque, et va développer la business de la compagnie à un autre niveau jamais vu depuis Hulk Hogan. C'est vrai, ça. C'est au point où la compagnie remporte tellement de succès qu'on va aller à la bourse. Ce qui est un moment qui change la destinée complète de la compagnie, parce qu'en allant à la bourse, c'est là que la compagnie devient une compagnie milliardaire. C'est là que Vince McMahon et la compagnie peuvent se développer à un autre niveau. Donc, on peut pointer Stone Cold avec le Rock, peut-être
comme étant des 2 points marquants qui ont changé à tout jamais la trajectoire. Parce qu'il faut se souvenir qu'en 95-96, c'est pas des grosses années pour la WWE, plus que pour la WCW. Il y a le marché de Montréal qui fonctionne fort avec les Québécois en finale, mais partout ailleurs, les arénas sont vides. Puis par le temps que Stone Cold va décoller, on pouvait remplir le Centre Bell à Montréal à 2 heures d'après-midi pour un show, puis remplir à Ottawa le soir pour le même show presque. Au centre Canadian Tire aujourd'hui, là, qui était à l'époque le centre Corel. Donc, dans un rayon de 2 heures, on pouvait remplir 2 arénas avec Stone Cold puis le Rock on top 2 ans plus tard. Ouais. C'est pour montrer jusqu'à quel point, là, quand ça s'est mis à décupler, ça coule. Ça sort. Écoute, Stone Cold est reconnu comme étant probablement le premier lutteur à avoir gagné 10 millions de dollars par année. À ce jour, on vend toujours plein de t-shirts. On se souviendra du très célèbre Austin 316, qui là aussi est un peu... C'est drôle ce que tu dis parce que ça vient chercher le Million Dollar Man. Hein? Ouais, exact. Et le 3.16, c'est sorti comment? Ben, Austin 316, c'est un coup de luck, hein? Parce que à la base, le King of the Ring que Stone Cold va gagner est prévu pour être gagné par Triple H. Okay. Mais Triple H est le seul qui reste quand Kevin Nash et Scott Hall s'en vont et est puni pour d'avoir cassé le kayfabe au Madison Square Garden avec tout le monde à la fin, lors du dernier spectacle de Scott Hall et Kevin Nash, parce qu'on ne peut pas punir Shawn Michaels qui est champion du monde. Et on va lui retirer cette victoire-là, puis on va choisir Stone Cold à la place. Et l'entrevue qu'il va faire à la fin du combat, il a battu Jake Roberts dans la finale. Jake Roberts qui parlait de John 316, qui était devenu un peu là, il prêchait un peu la bonne parole, même si il n'avait pas encore vraiment tourné le coin en ce qui a trait à tous ses problèmes d'addiction. Ouais. Et il va lui dire, tu sais, si tu peux me quoter autant que tu veux John 316, Austin 316 says I just whip your ass, là, et ça va devenir viral. Les pancartes, etc. Le chandail Austin 316 avec la tête de mort dans le dos, avec le feu qui sort des yeux, et un des chandails qui s'est vendu le plus au monde dans le monde d'histoire de la lutte avec le fameux NWO. Là. Donc, c'est entre autres ça qui va amener Stone Cold à gagner 10 millions de dollars par année. Malheureusement, il y a cette fameuse blessure-là à SummerSlam avec Owen Hart. On n'en a pas parlé lors des SummerSlam, mais ça a été un moment marquant. Owen Hart tente de faire l'espèce de marteau-pilon renversé, qui n'est pas un tombstone, puis qui n'est pas un marteau-pilon standard. Le même prise de finition que Jacques Rougeau avait battu PCO, Pierre-Carl Ouellette, au Forum de Montréal, dans le match de retraite de Jacques. Et malheureusement, la tête de Stone Cold n'est pas protégée et elle va percuter le sol et il va être blessé grièvement au point de pratiquement être paralysé. Owen Hart va faire un travail magistral de se battre lui-même pour que Stone Cold sorte de SummerSlam champion intercontinental. D'ailleurs, Stone Cold va revenir de cette blessure-là à Montréal au Survivor Series de 97. Qui malheureusement, lui, est tristement célèbre pour d'autres choses. Donc, ce moment-là, dans le temps, il passe un peu tout droit que Stone Cold est revenu à Montréal après SummerSlam. Mais à partir de ce point-là, quand Bret s'en va en 97, on va jusqu'à la fin des années 2000 connaître une explosion, début 2000 même, parce qu'il va culminer à WrestleMania 17 là, avec le Rock et Austin à l'Astrodome après le rachat de la WCW. Donc, selon moi, Stone Cold, c'est certainement le lutteur le plus important et le plus populaire. Parce que Hulk Hogan avait toujours ses détracteurs. Hulk Hogan attirait, par exemple, comment dirais-je, les enfants, attirait les familles. Mais moi, comme amateur de lutte, adolescent, Hulk Hogan, c'était pas mon meilleur. Au contraire, moi j'aimais Ric Flair, puis je voulais que les vilains gagnent contre Hulk Hogan. Je le trouvais trop cartoon. Moi, j'ai jamais accroché sur... T'as le bon terme, c'était cartoon. Mais Stone Cold, pour moi, j'ai commencé à le suivre. Il était une recrue qui commençait avec World Class. C'était mon gars.
Là, de le voir progresser comme ça, d'étape en étape, puis d'exploser comme ça, puis de devenir le number one guy. Puis l'impact qu'il y a eu sur la business, c'est hors du commun. Et je veux dire, son match retour contre Kevin Owens, of all people, lui dit qu'il n'est pas satisfait de ce match-là, qu'il aurait aimé être le Stone Cold de 97. Parce qu'il faut se souvenir qu'encore à cette époque-là, là, même le Rock et Austin en parlent en entrevue, les deux voulaient être numéro un. Ouais. C'est ça qui a fait qu'ils l'étaient chacun leur tour. Mais tu sais, ça jouait du coude pour être numéro un. D'être le mâle alpha que j'étais en 97, comme j'aurais aimé pousser Kevin Owens à ce même niveau-là. Mais considérant sa retraite forcée à cause justement des problèmes de dos toujours liés avec la sténose dans le cou puis l'accident avec Owen Hart, c'est quand même un match exceptionnel avec une foule qui était 100% derrière lui. Je pense que quand la carrière de Kevin Owens va être écrite, ça va être un moment vital, important, charnière dans sa carrière parce que, je veux dire, Kevin Owens a lutté contre Bill Goldberg puis a lutté contre Stone Cold Steve Austin. C'est pas rien. Stone Cold, selon moi, c'est la plus grande star de l'histoire de la lutte. Il n'a pas traversé comme Hulk Hogan, que tout le monde le connaît, mais Stone Cold, c'est Stone Cold. Si on fait des podcasts de lutte aujourd'hui, c'est à cause de Stone Cold. C'est un des premiers à avoir lancé les podcasts de lutte. Il en fait moins aujourd'hui parce que c'est devenu de plus en plus difficile de monnayer les podcasts. Mais c'est quelqu'un qui a lancé cette mode-là. Donc, jusqu'à tout récemment, là, il y avait une émission même encore à A&E, le Stone Cold Takes on America ou quelque chose comme ça. Donc, ça demeure un non-vendeur, accrocheur. Lui, il profite du bon temps, de ce que j'en comprends. Il a dit, par contre, récemment, peut-être qu'on peut se quitter là-dessus, il a dit récemment qu'il y a eu des pourparlers pour Philadelphie à WrestleMania 40, peut-être pour le spot que l'Undertaker a fait à la toute fin avec le Rock. Finalement, ça l'a pas fonctionné. Il a dit, moi, je veux plus sortir du Nevada parce qu'il vit maintenant au Nevada. Puis le Nevada, ben, c'est Las Vegas. Et Las Vegas, ben, c'est là que aura lieu WrestleMania 41. Donc, je pense que la piqûre est là, pareil. On ne peut pas sortir la lutte du gars. Non, c'est certain. Quel personnage. Quand on commence, puis, tu sais, quand ils sont sortis, mais s'ils retouchent un petit peu, c'est bien dur de leur faire lâcher le morceau après, parce que c'est un adrénaline, c'est un rush incroyable. Donc, est-ce qu'on aura une autre présence de Stone Cold cette année, en 2025, à WrestleMania? On peut penser que c'est une possibilité. Donc, c'est à suivre. Je pense pas que la carrière finale complète est écrite pour Stone Cold. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux. C'est une inspiration pour tout le monde. Il a commencé de rien. Il a fait parler de lui. Petit peu par petit peu, un peu comme les lutteurs indépendants d'aujourd'hui, jusqu'à temps d'arriver aux plus hauts échelons. Puis même quand il est arrivé aux plus hauts échelons, il y a eu 1 an de caca, pour prendre de meilleure expression que ça, pour finalement prendre sa destinée en main, puis que ça décolle. Et pour devenir, là, pour ceux qui ont, encore une fois, faut l'avoir vécu, mais si vous étiez là comme fan de lutte en 97 à 2001, c'était incroyable. La WCW frappait son pic. Stone Cold était en feu par tout ce qui passait. Il y avait tu te promenais sur la rue, tu voyais du monde avec des chandails de lutte de façon régulière. Et bon, NWO et Stone Cold, c'est ce qu'on voyait le plus, mais t'en voyais. Je veux dire, aujourd'hui, aller vous promener à Montréal, même au Festival de Jazz, les chances de frapper un chandail de lutte sont minces. Hier, j'en portais un hier, moi. À moins de tomber sur un de nous autres. Ouais, c'est ça. Bertrand Hébert, merci beaucoup de nous avoir éduqués sur ce personnage, Steve Williams. Stone Cold.
Merci, Bertrand. Au plaisir de se reparler. Bye-bye. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. N'as-tu appris des choses sur Stone Cold Steve Austin? Bertrand Hébert, là, il est incroyable. Connaît tout de la lutte. J'écoutais la semaine passée le podcast qu'on a fait, son segment sur Kevin Sullivan. Je pensais connaître beaucoup Kevin Sullivan. Ben J'en ai appris. Donc, vraiment intéressant de l'avoir sur le podcast, Bertrand. Moi, j'aimerais savoir s'il y a des auditeurs ou ceux qui nous regardent sur YouTube qui apprennent jamais rien avec Bertrand Hébert parce que vous êtes sa coche. Pas à peu près, parce qu'on en apprend à tonnes. Dans le livre Raconte-moi Kevin Owens de Pat Laprade, que je vous suggère fortement, j'ai lu que Kevin, comme idole, avait Stone Cold quand il était plus jeune. Puis quand j'ai vu ça, j'aimerais ça parce qu'on sait que Pat Laprade est proche de Kevin Owens. Je disais à Pat, parle-nous de Stone Cold, mais à travers Kevin Owens. Et c'est ce qu'il fait. Fait que je pense que vous allez trouver ça bien intéressant. Alors, sans plus tarder, on y va avec l'entrevue que tu as réalisée avec la célébrité de la télévision, de la radio, du monde littéraire et du monde de la lutte, mon ami, le Coyote, Pat Laprade. Pat Laprade, bienvenue encore une fois, sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, le CIM. J'ai pensé à, premièrement, bonjour. Ben, bonjour, Marc. Merci de l'invitation. Toujours un plaisir de venir te jaser. C'est incroyable comment tu as une belle peau du visage. Mon Dieu. Ben, t'es bronzé. T'as de la... le Botox te va bien. Écoute, ça a changé ma vie. C'est Jean-François Kelly qui m'a conseillé de prendre ça. Fait question qu'on soit toujours pareil un et l'autre, tu sais. Mais Kelly, je suis pas sûr qu'il le met dans le visage, lui. Là, tu vois, j'irai pas là. Pat, j'ai lu ton livre que tu m'as offert, Raconte-moi Kevin Owens. Oui. Et comme on avait le sujet cette semaine sur Stone Cold Steve Austin, j'ai dit, Colin, puis Pat, comme tu es très proche de Kevin, et ce que j'ai lu dans ton livre avec ses affiches dans sa chambre, je voulais que tu nous donnes cette proximité ou ce lien entre Kevin Owens et Stone Cold jusqu'à, bien sûr, l'événement WrestleMania. Mais là, Marc, avant, je veux savoir, as-tu aimé le livre? J'ai adoré. Oui, adoré. Ben, tant mieux. Et hier, j'étais avec ton jumeau. D'ailleurs, c'est tellement tordant, l'affaire que tu as reçue. Le message texte à BPM Sport, je le sais. Ça n'a aucun sens. Pour ceux qui ne le savent pas, j'anime à BPM et quelqu'un m'a envoyé un message me disant félicitations, c'est vraiment le fun de t'écouter à BPM. Je te suis depuis tes chroniques de la TNA à RDS dans le temps. Et je fais comme, mais c'était pas moi, ça! C'était très. Mais tu sais, on finit par s'habituer, mais en même temps, ça surprend toujours un brin. Oui. Oui, surtout. Mais je suis content que tu l'as apprécié parce que j'arrête pas de dire que c'est pour les 9 à 99 ans. Puis, il y a beaucoup de personnes de tous âges là, qui m'ont dit que ça avait été une belle histoire, ça avait été le fun. Je veux juste finir mon lien avec ton jumeau. Hier, oui, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Hier, on parlait tous les deux de ton livre. Oui. Et j'ai pas beaucoup de choses en commun avec Kelly, et heureusement. Et on a tous les deux dévoré le livre dans la même journée en style 2 heures. Lui, il l'a ouvert, il a passé au travers. Moi, je l'ai ouvert, j'ai passé au travers. Et j'ai bien aimé. C'est le plus beau des compliments que vous pouvez faire, pour vrai. Je vous le suggère. Ouais, peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes fan de lutte, pas fan de lutte, je pense que c'est une belle histoire que je raconte là-dedans à travers, évidemment, la carrière de Kevin. Pour répondre à ta question, Stone Cold, ça a été un des premiers favoris de Kevin. Tu sais, Kevin, il raconte souvent, il a loué une cassette de WrestleMania, il a vu le British Bulldog et il a dit « Wow, quel lutteur! » Et plus tard dans l'événement, c'était Shawn Michaels. Et là, Shawn Michaels est devenu son nouveau lutteur préféré. Tu sais, c'est la première fois qu'il voyait de la lutte. Fait que Shawn a toujours été là.
mais Stone Cold est rapidement devenu un de ses préférés, même du temps qu'il était Ringmaster, là, même avant qu'il soit Stone Cold Steve Austin, proprement dit. Puis évidemment, ben, on a vu des photos de lui avec, dans sa chambre. Il y avait des affiches comme plusieurs jeunes de son âge à la fin des années 90. Stone Cold en faisait partie. Ça a longtemps été un idole, tu sais, un de ses lutteurs préférés. Puis bon, Kevin commence à lutter et puis il commence à sortir du Québec. Et puis à un moment donné, complètement par hasard, fait la rencontre de Stone Cold Steve Austin dans un aéroport. Et à ce moment-là, Kevin n'est pas tellement connu. Tu sais, oui, sur le circuit indépendant, il commence à se faire un nom, mais c'est pas comme si la moitié du roster de la WWE savait c'était qui, tu sais. Et il s'en va se présenter à Steve Austin et il lui demande si tu avais juste un conseil. Tu sais, il lui explique qu'il est lutteur sur le circuit indépendant, puis il lui dit si tu avais juste un conseil à me donner, ce serait lequel? Et en anglais, il lui a dit Never stop running your mouth. Tu sais, arrête jamais de parler. Et Kevin, pas longtemps, si je ne me trompe pas, dans la chronologie des événements, il a été au Japon. Puis il est revenu du Japon. Puis moi, j'avais senti qu'il y avait quelque chose de différent dans Kevin en revenant du Japon. Comme c'est le cas, Marc, de bien des lutteurs et bien des lutteuses lorsqu'ils vont 2, 3 mois, 3 semaines, un mois au Japon. Ils ont une technique là-bas, ils ont une façon d'enseigner qui est différente. Souvent, les lutteurs nord-américains reviennent ici bonifiés. Puis Kevin n'arrêtait pas de me dire, mais ouais, mais je pense pas que c'est le Japon, je pense pas que c'est le Japon. Puis à un moment donné, j'ai catché parce que là-bas, à force tu sais, Kevin me raconte les histoires et tout, je pense que c'est vraiment ça qui l'a changé. C'est qu'à partir du moment Austin lui a dit arrête jamais de parler, je pense que c'est ça le déclic dans Kevin. C'est que Kevin a commencé à juste parler. Il parlait à l'arbitre, il parlait à ses adversaires, il parlait à son adversaire, il parlait à la foule. Il était reconnu sur le circuit indépendant pour être très à l'écoute de ce que les fans pouvaient crier et de leur répondre. Tu sais, il y avait cette rapidité d'esprit-là, de pouvoir trouver quelque chose de drôle, quelque chose d'intelligent, peu importe, mais quelque chose qui était pour avoir un impact, à leur répondre. Et ça, c'est pas tout le monde, là, tu sais, qui est capable premièrement, de lutter et d'être à l'écoute de ce que les fans crient et d'être capable de penser à quelque chose, puis dans la seconde, leur répliquer. Puis c'est devenu un peu une marque de commerce de Kevin. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi les fans ont vraiment commencé à connecter encore plus avec lui. Et il y a eu un cheminement qui a amené à un événement qui est tellement majeur pour Kevin, hein? Ben absolument. Tu sais, Kevin a grandi avec Ring of Honor. Il a fini par être interviewé au podcast de Stone Cold Steve Austin, tu sais, qui était à l'époque le plus gros podcast de lutte. Et bon, donc, il arrive à la WWE. Il connaît déjà un peu Stone Cold, tu sais. Et tu sais, Kevin, il y a eu des montagnes russes à WWE. Ça n'a pas toujours été Jojo, comme c'est le cas pour bien des lutteurs. Tu sais, WrestleMania, c'était quoi WrestleMania? Pas 29. Le WrestleMania en 2019 à New York, celui qui avait été main eventé par Ronda Rousey, Charlotte Flair puis Becky Lynch, il n'était même pas sa carte. Tu sais, c'est pour un lutteur, quand tu as à peu près 40 lutteurs sur une carte puis tu n'es pas là, ben, c'est pas facile à prendre. Tu sais. C'est sûr. Là, la pandémie arrive, il fait son match avec Seth Rollins, il n'y a pas personne il y a pas personne dans le stade. Et lui, il carbure à ça. Ben, lui, il carbure avec l'énergie de la foule. Ben oui, tu sais. Fait que là, comme bien des lutteurs aussi, tu sais. Ouais. Et là arrive WrestleMania à Dallas en 2022. C'est ça, 2022? Oui, 2022. Et il se fait dire que probablement, il va lutter contre Stone Cold Steve Austin. Et Kevin refuse de le croire. Parce qu'il se dit, bah oui, OK, tu sais, je comprends qu'il me dise ça, mais ça change tellement souvent les plans. Puis, tu sais, plus c'est dit d'avance, moins ça arrive, tu sais. Et là, ils savent trop pas si ça va être un match, si ça va juste être, tu sais, un segment dans l'arène. Puis bon, et jusqu'au moment où
ça va finir par être sur la carte de WrestleMania officiellement. Puis si tu te souviens, Marc, c'était le Kevin Owens Show avec Stone Cold Steve Austin. Il n'avait même pas annoncé de match. Le match était prévu, mais il ne voulait pas l'annoncer juste au cas où. Je pense que c'était ça la raison principale. D'un coup, Stone Cold changerait d'idée, d'un coup, qu'il se blesserait à l'entraînement. Ben, au moins, ils n'ont pas annoncé un match qu'ils ne livreront pas. Puis c'est toujours plus facile de donner une surprise aux fans que les décevoir. T'sais. Exact. Mais Kevin, lui, ça a pris du temps avant qu'il finisse par se rentrer dans la tête qu'il était pour faire quelque chose avec Stone Cold à WrestleMania. Et puis finalement, il y a eu il y a eu une promo dans le ring. Austin y a répondu par vidéo. Puis on s'est rendu à Dallas. Puis il y a eu son segment. Puis il y a eu son match avec Stone Cold Steve Austin, qui à ce moment-là se voulait comme le match de retraite de Stone Cold. Pour l'instant, il n'y en a pas fait d'autres. Mais à chaque WrestleMania, il y a des rumeurs qu'il va en faire un autre. Ils ont fait plus de temps qu'ils devaient. Parce que Stone Cold était bien dans cet environnement-là. Puis je pense que l'affaire la plus cool dans tout ça, c'est même pas le match. C'est le fait que quand Vince McMahon a parlé à Stone Cold d'un possible match, les deux ont dit, on veut que ça soit Kevin. Ouais, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, parce que ça veut dire que Stone Cold ne voulait pas donner son corps à n'importe qui. On sait que c'était son premier match en plus de 10 ans, qui avait quand même sûrement des craintes de se blesser. Puis tu sais comment ça peut arriver vite, des blessures dans le monde de la lutte. Et de choisir Kevin, c'est de choisir premièrement quelqu'un avec qui tu penses que tu vas avoir une bonne chimie, que tu ne te blesseras pas, que tu as confiance. Puis c'est la bonne personne aussi pour faire ce match-là et que Kevin coche toutes ces cases-là et que ce soit et le propriétaire de la compagnie et le lutteur vedette qui disent « Ah oui, il faut que ça soit Kevin », c'est une marque de confiance, une marque de respect que peu de lutteurs ont eu la chance d'avoir dans leur carrière. Oui, je me souviens de l'avoir regardé et j'avais trippé solide comme des milliers de Québécois et des millions de personnes à travers le monde. Pat Laprade, merci beaucoup. Marc, peux-tu me permettre une dernière anecdote juste avant? Oui. Je suis parti ce soir-là, puis je l'avais écrit à l'époque dans une chronique, mais je suis parti du stade ce soir-là. Puis j'étais en train j'étais dans un Uber avec Kevin Raphaël puis avec d'autres gens. Puis genre, je comprenais pas ce que je venais de voir. Tu sais, moi, j'ai vu Kevin lutter au Beau Gays World devant 70 personnes, tu comprends? Tu sais, ça me rentre pas dans la tête, ça me rentrait pas dans la tête ce qui venait de se passer. Puis je me rappelle avoir texté Sami Zayn. Parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre un peu ce qui se passe dans ma tête, tu sais, c'est lui. Tu sais, puis même pour lui, c'était encore surréel ce qui venait de se passer. Puis je ne suis même pas rentré me coucher tout de suite. J'ai été marcher un peu dans le centre-ville de Dallas. J'ai commencé à écrire ma chronique sur mon cellulaire. Puis je suis rentré finalement, puis je me suis installé au bar de l'hôtel. Puis en face, il y avait deux gars qui parlaient, puis qui parlaient justement de WrestleMania. Puis je les entendais parler de Kevin. Puis il y en a un des deux qui connaissait moins ça. Puis l'autre, il disait, ah non, non, tu sais, Kevin, tu sais, c'est un bon lutteur, tu sais, puis il a fait son chemin sur le circuit indépendant. Puis tu sais, je ne serais pas surpris de savoir que, tu sais, Stone Cold, c'est lui qui l'a choisi. Puis j'ai comme fait, wow, OK. Fait que là, c'est plus juste le monde de la business qui comprenne c'est qui Kevin Owens. C'est la foule, ce sont les fans. J'ai eu un peu les yeux humides. Puis j'ai écrit ça dans ma chronique, littéralement ce qui venait de se passer, parce que pour moi, ça venait me chercher, tu sais. Puis c'est une fierté, tu sais, une fierté que je ne pensais pas revivre, que j'ai revécu un an plus tard, quand lui et Sami ont gagné les titres par équipe contre les Usos. Fait que tu sais jamais, tu sais, même lui, Kevin l'a dit, il dit, je sais jamais, tu sais, à chaque WrestleMania, je me dis, je ne pourrais pas battre ce qui est arrivé l'année passée, puis il arrive toujours quelque chose. Fait que, mais très, très, très content pour Kevin. Une dernière bonne plug pour ton livre. Raconte-moi Kevin Owens, disponible dans toutes les bonnes librairies. S'ils ne l'ont pas, ils peuvent le commander. N'hésitez pas, quand vous voulez un livre, demandez à votre libraire de vous le commander. C'est gratuit, c'est sûr qu'il va vous le faire. Sinon, disponible en ligne sur les Amazon de ce monde et également sur Amazon. Puis si vous voulez une copie dédicacée par moi, écrivez-moi, puis on va s'arranger, puis on va se trouver une façon de se voir et de se rencontrer.
Pat Laprade, merci beaucoup pour ton temps. Ce fut, comme toujours, très intéressant. Ben, merci à toi, Marc. Bye-bye. Londin, on est de retour. Le podcast tire à sa fin. Émission très chargée, mais très intéressante cette semaine. Parle-moi d'autre ce qu'on a au menu la semaine prochaine, Marc. Écoute, honnêtement, je commençais à être inquiet. J'ai fait un post sur le groupe parce que je commençais à me dire, hey, boy, on va faire quoi? On va faire quoi? Là, je commence à. Les 180 commence à être du stock. Là. Oui. Et écoute, ça a popé. Là, on a à peu près 20 idées. La semaine prochaine, à ta grande surprise, je reprends le livre de Earl Ebner. The Official Story, on ne va pas juste en parler, on va aller dans le détail. Tu sais, j'ai lu beaucoup de livres de lutte. Mais à chaque fois que je vais à la toilette lire le livre de Earl, ben oui, on est dans le personnel. Hein? Effectivement, si vous saviez, mesdames, messieurs, les auditeurs, à quel point Marc est un bon lecteur lorsqu'on est en... Et écoute, je capote à chaque fois. Je tourne une page, je dis, voyons donc, je tourne une autre page. Il parle beaucoup plus que juste du screw job. Ben oui, il y a des choses là-dedans que j'ai appris. Écoute, du monde qui pue. Écoute, il est vraiment langue sale. Fait que ce que je vais faire pendant mes vacances, je vais prendre un surligneur. Et la semaine prochaine, je vais vous sortir une dizaine d'affaires que moi, j'ai faites comme, tabarouette, incroyable. Okay. Fait que, et on va ajouter dans l'épisode de la semaine prochaine une entrevue que j'ai concoctée grâce à toi avec Daniel Spencer, celui que je lui ai demandé s'il savait que tu disais de lui qu'il était le meilleur arbitre de la business. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai hâte d'entendre ce qu'il a dit. Ah, ben tu l'écouteras. Hein? Ah, comme les autres. Fait que non, je pensais de faire peut-être 8-10 minutes avec Daniel, bien sûr. Il me parle de la poutine de Montréal. Il revient sur Slammiversary. Il me parle de ses années à OVW. Tout ça, très intéressant. Moi, je l'ai découvert tu sais, on le voit, mais c'est plus ton chum à toi quand on va sur la route. Mais je pense que lui aussi m'a découvert. Il ne savait pas que j'avais travaillé à WCW, toute la kit. Fait que c'était honnêtement, il y a Mathieu Lavigne qui m'a dit que il m'a dit, écoute, tes entrevues de ce temps-ci, il dit, moi, là, quelqu'un qui traduit en français, je ne suis pas capable, puis du tout, je ne m'en aperçois pas. Quel beau compliment de Lav. J'ai dit, t'es donc bien fin. Il dit, je ne suis pas fin. Il dit, je te dis qu'est-ce qu'il y en est. Et es-tu en train de me dire que Lav va être de retour sur le podcast pour terminer son fameux top 10 sur les costumes? Martin Aloulou. Lou. Pousse la nenaille, moule café. Martin, il écrit ça dans ses commentaires. On devrait refaire pour permettre à Mathieu Lavigne de finir son top 5. Je ne l'ai pas vu passer. Je l'ai bien ri. Il est drôle, Martin. Mais oui, écoute, on va faire dans les prochaines semaines, il y a eu 4 épisodes de Who Killed WCW. Coproduit par The Rock ou quelque chose du genre. Lui et moi, on va le décortiquer. On va, bien sûr, moi, WCW, ça me touche directement. Et à mon portefeuille. Alors, on va en jaser avec Mathieu. Et Mathieu m'a dit, j'aimerais ça également faire quelque chose sur tous les documentaires qui sont sortis sur le monde de la lutte. Alors, c'est un autre. On va également, dans les prochaines semaines, parler de All Elite Wrestling. Finalement, on a des demandes. Hein? On va parler de All In et tout ça. On a les blessures majeures. Le coup de Stone Cold, le coup de Sylvain Grenier. La jambe de Sid. La jambe de Sid que j'ai collée live. Ben oui. À la télé. Fait que, tu sais, on a plein de sujets le fun. Continuez à nous donner des idées, continuez à nous suivre. Et pour Simmania 7, qui va être un spectacle incroyable, ben, continuez à acheter des Mystery Packs avec les gens à la carte pour gagner votre table VIP. Une valeur de 500 $. Wow, Marc! Et de quelle façon
On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. On approche la 200e fois que je dis ça, mais tout simplement, humblement, étant the world class champion Badmouth International, soyez-y, mesdames, messieurs.